Chers amis, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir présenter un homme bien, un homme de bien, un Carolo liégeois, un liégeois, Carolo, allez savoir, mais en tout cas un homme de conviction. Alors je le présente dans un théâtre parce que dans le grand théâtre de la politique c'est certainement un des artistes les plus importants, en tout cas sur la scène belge, hein, enfin quand même rester raisonnable. Donc c'est un artiste important. Et un de ses meilleurs rôles, un rôle où j'avais la chance d'assister non seulement à la mise en scène, mais aussi à sa réalisation première, c'est celle de la défense contre le CETA. Vous rappellerez de cet enjeu fondamental pour la Belgique et pour l'Europe. Il a été à la pointe du combat. C'est la raison pour laquelle j'aime à présenter Paul Magnette, homme de conviction, socialiste de conviction, mais surtout, un orateur de la meilleure espèce, c'est-à-dire celui dont on ne se lasse jamais d'écouter la parole. Alors, bon débat, bonne soirée et bienvenue à Paul Magnette. Alda, j'aurais bien voulu la remercier de vive voix pour ce propos très élogieux et très amical. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir. D'abord, je suis toujours très heureux d'être à Liège. Comme l'a dit Alda, je n'ai pas la qualité d'être liégeois, personne n'est parfait, je suis Carolo, mais la famille de mon père était quand même d'origine liégeoise et ma compagne est liégeoise. J'ai donc des ancrages dans la région liégeoise qui sont très profonds et qui sont liés à mes émotions les plus profondes. Ensuite, je suis évidemment toujours très heureux de revenir dans les lieux d'enseignement, dans les auditoires, puisque c'est mon premier métier, je dirais même c'est mon seul métier, puisque je ne pense pas que la politique soit un métier. La politique, c'est un engagement qui ne devrait, ma chère Valérie qui vient de nous quitter, ma chère Christy, nous occuper que quelques années au cours de notre existence. Et j'ai le secret espoir, un jour, de pouvoir retourner pleinement à ce premier métier qui est le métier de mon cœur, l'enseignement, que je n'ai jamais totalement quitté, puisque Vinci, malheureusement, pendant 3 ans, parce que les décrets wallons prévoient que quand on est membre du gouvernement wallon, on ne peut pas enseigner, même à titre gratuit. J'ai toujours milité pour qu'on supprime cette interdiction. Maintenant que je n'y suis plus, j'ai retrouvé le plaisir d'enseigner quelques heures, pas très longtemps, mais quelques heures, notamment avec ma collègue Justine Lacroix, à l'ULB, l'histoire de la pensée politique. Et je trouve très important de conserver ce contact avec les étudiants et avec mon métier de base. Je ne voudrais surtout pas perdre la main, en quelque sorte. On ne sait jamais, hein, la politique est un monde incertain. On peut parfois y revenir beaucoup plus vite qu'on l'avait imaginé. Donc il faut garder ça. Voilà. Et puis j'ai en bonheur d'être papa de 4 enfants, dont 3 sont aujourd'hui à l'enseignement supérieur, ce qui me vaut des conversations parfaitement passionnantes. Je reviendrai sur quelques éléments. Et enfin, grand bonheur aussi, sur les 4 orateurs invités aujourd'hui, je suis seul homme. Ça, Christophe, c'est très rare. Et être pour une fois en minorité genrée, eh bien, j'en suis extrêmement heureux, et qui vous est présenté par une collègue féminine. Alors moi aussi, j'ai reçu, Madame la rectrice, un certain nombre de questions auxquelles il m'a été demandé de répondre, qui étaient très précises et très détaillées. Je vais tâcher d'y répondre, parce que je ne voudrais pas décevoir les organisateurs, mais je vais me permettre aussi d'élargir un petit peu le propos. La première question était une question qui a déjà été en partie abordée par Valérie Platini, qui est la question du financement, liée inévitablement à la question de l'évolution du paysage institutionnel belge. Parce que vous le savez, la communauté française, elle est en situation financière très difficile. Son déficit annuel est aujourd'hui de plus d'1 milliard d'euros sur à peu près 13 milliards de recettes. C'est un déficit très important, c'est presque, on sera bientôt à 10% de déficit, c'est-à-dire un doublement de la dette tous les 10 ans, ce qui n'est pas tenable à long terme. C'est tenable pour les prochaines années, mais ce n'est pas tenable à terme. Et vous le savez aussi, la communauté française, en plus, elle n'a aucune recette propre et aucune maîtrise de ses recettes, puisque la loi de finances les lui attribue, et en plus, 80% de ces dépenses sont des dépenses de personnel, et principalement dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, et sont donc des dépenses qui sont là aussi très largement incompressibles. Donc c'est une situation financière qui est à peu près insoluble. On a beaucoup réfléchi à ça, comme je pense toute formation politique doit le faire, au sein du Parti Socialiste, quelle est l'évolution qu'on souhaite, et on en est arrivé à une position qu'on a établie dans un congrès récemment, qui consiste à dire que nous pensons que la communauté française doit conserver, en tout cas pour les décennies à venir, je
années à venir et décennies à venir, le socle de ses compétences fondamentales, c'est-à-dire l'enseignement fondamental et supérieur, la recherche, la recherche fondamentale, déjà une grande partie de la recherche qui est financée par les régions, la culture et l'audiovisuel. Ça doit rester le socle de la solidarité entre Wallonie et Bruxelles et ce qui exprime notre identité commune de francophones. Le reste pourrait être transféré vers les régions, ce qui amènerait à plus de cohérence dans des paquets de compétences, plus de simplicité institutionnelle également, et ce qui pourrait, même si ce ne sera pas simple, mais constituer une voie partielle pour dégager des moyens complémentaires à la communauté française. On pourrait transférer des compétences sans transférer l'intégralité des budgets vers la Wallonie et Bruxelles, qui ne sont pas en situation financière beaucoup plus enjouée que celle de la communauté française, mais qui ont, par la structure de leur budget et la structure de leurs dépenses, un peu plus de souplesse pour tâcher d'accueillir de nouvelles compétences sans en avoir forcément des budgets. Ça permettrait de libérer quelques dizaines, quelques centaines de millions d'euros pour la fédération et d'éviter qu'elle atteigne un moment une situation de faillite pure et simple, ce que évidemment nous voulons tous éviter, et de dégager encore des moyens financiers supplémentaires pour les secteurs qui en ont le plus besoin, et sans aucun doute l'enseignement supérieur fait partie de ceux-là. La croissance spectaculaire du nombre d'étudiants ces dernières années et une quasi-stagnation en termes réels des budgets, à un moment donné, n'est plus tenable. Je suis absolument admiratif, je le dis vraiment sans aucune flagornerie, de la capacité d'adaptation des établissements d'enseignement supérieur, qu'il s'agisse des écoles supérieures ou des hautes écoles ou des écoles des arts ou des universités, toutes se sont remarquablement adaptées. Le budget de mon université, par exemple, que je connais mieux, est à peu près le même en euros constants depuis l'époque où j'y étais étudiant, et ça remonte quand même à une génération, à 25 ans, alors que le nombre d'étudiants a plus de doublé, passant de plus de 15 000 à l'époque à 37 000 aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'avec les mêmes budgets, on enseigne à 2 fois plus d'étudiants, ça devient à un moment donné pas tenable en termes de charge de travail pour les enseignants, en termes de charge d'examen, en termes aussi de dépenses, simplement de fonctionnement et d'infrastructure. Mais, je le répète, il n'y a pas de solution miracle et les marges de la communauté française sont extrêmement étroites. Ce défi est d'autant plus important qu'il faut continuer d'investir dans l'enseignement supérieur. Il faut continuer d'investir dans l'enseignement supérieur parce que nous n'avons pas encore atteint totalement les objectifs qui nous étaient assignés. On est tout proche. Hein. Les objectifs européens seraient pour la Belgique d'obtenir à peu près 47% de diplômés de l'enseignement supérieur dans une classe d'âge actif. Donc si on prend les 30-35 ans aujourd'hui, on est à 47% de diplômés de l'enseignement supérieur. C'est très bien, on a donc atteint les objectifs, mais avec encore des disparités régionales et sociales que je trouve personnellement totalement insupportables. Et pas seulement parce que je viens du Hainaut, qui est la province la plus directement touchée, là où les inégalités sont les plus profondes, mais aussi tout simplement parce que les inégalités territoriales et les inégalités sociales sont à peu de choses près les mêmes, une autre manière de les exprimer. Le taux de diplômés de l'enseignement supérieur en Brabant wallon est aujourd'hui de près de 58%, pour une moyenne de 47%. Dans la province de Liège, d'environ 41%, donc très en dessous de la moyenne de 47%, et dans la province de Hainaut, en dessous de 31%. Et donc le différentiel est vraiment absolument énorme. Alors ça traduit pour partie, et pour une très grande partie, le niveau socio-économique des étudiants. Hélas, c'est une reproduction tout à fait insupportable, je le répète, mais qui se confirme année après année, mais ça traduit aussi en grande partie la disparité de l'offre. Là, c'est absolument évident quand on compare l'offre et les résultats, pour des raisons extrêmement simples à comprendre. Quand on a une université près de chez soi, non seulement les coûts sont beaucoup plus bas, évidemment, ça coûte environ 4 000 € par an aux parents ou à l'étudiant lui-même d'effectuer des études. S'il n'y a pas de coût de cote ou s'il ne faut pas faire la navette, ça en coûte plus du double quand il n'y a pas d'université près de chez soi et qu'on doit prendre un cote ou qu'on doit payer une navette ou combiner les deux. À peu près 10 000 €. Il y a donc là une première disparité énorme qui est en partie corrigée par l'aide à la réussite et par les différentes aides sociales, mais en partie seulement. Et ces inégalités restent là extrêmement profondes. Donc je pense qu'il faut continuer de développer une offre de proximité. En tant que bourgmestre de Charleroi et tâchant d'impliquer toutes les universités, en ce compris l'université de Liège, qui est d'ailleurs partenaire d'un master interuniversitaire à Charleroi, je n'ai jamais plaidé pour qu'on crée une nouvelle université à Charleroi, même si c'est une des 2 seules villes de plus de 200 000 habitants dans l'Union européenne qui n'a pas d'université. C'est une anomalie historique. Mais je connais la situation de la communauté française, donc il faut être raisonnable. Il faut veiller à ce que les universités existantes
investissent davantage dans le renforcement de l'offre, dans les bassins qui sont aujourd'hui très largement déficitaires, et ces bassins du Hainaut en général, Charleroi en particulier, et puis aussi l'extrême nord du Hainaut, la région de Tournai-Moucron surtout, mais c'est aussi la région de Dinan-Philippeville ou la région de Verviers par exemple, qui sont des territoires un peu oubliés en général par l'ensemble des dispositifs de politique publique, mais plus encore par les dispositifs en matière d'enseignement supérieur. Avec cet effet vicieux que finalement la communauté française, par la concentration de l'offre dans les territoires déjà avantagés, ça vaut d'ailleurs aussi en matière de recherche et ça vaut aussi en matière de culture. Il y a une corrélation très forte entre le niveau socio-économique d'un territoire et l'offre culturelle. L'œuf et la poule, on peut en chercher, il y a évidemment des effets de causalité dans les deux sens, mais ceci a pour effet que finalement la communauté française renforce structurellement les inégalités année après année et génération après génération. Pas dans tous les secteurs, en enseignement fondamental, cette question a été prise en considération depuis très longtemps avec des zones d'éducation prioritaire. Dans le secteur de l'éducation permanente, les bibliothèques, les centres culturels, il y a beaucoup de dispositifs de la communauté française qui tiennent compte de la réalité des territoires, mais l'enseignement supérieur, et ce malgré la réforme de Jean-Paul Marcault, malgré la création des pôles qui a déjà pour partie amélioré la situation, l'enseignement supérieur, l'offre d'enseignement supérieur ne tient pas encore du tout suffisamment compte de la réalité de ces territoires. Et moi je ne me résigne pas à ce que 60% des jeunes du Brabant wallon aient un diplôme de l'enseignement supérieur et que le chiffre soit seulement la moitié dans le Hainaut. Ce n'est pas acceptable dans une région d'avoir des disparités régionales aussi profondes et donc l'offre est une partie de la réponse, ce qui supposera aussi des moyens complémentaires. Maintenant, ceci étant dit, je ne voudrais pas qu'on pense que tout est simplement une question d'argent et une question d'offre. Je pense que les enjeux qui ont été évoqués, les enjeux pour l'enseignement supérieur à long terme, et notamment celle que Mme la rectrice vient d'évoquer à l'instant, les enjeux de pédagogie sont absolument fondamentaux. Absolument fondamentaux. Je suis très frappé comme enseignant de voir à quel point la pédagogie a peu évolué. J'ai terminé mes études il y a un peu plus de 25 ans, je ne l'ai jamais quitté puisque j'étais assistant et prof, et l'enseignement n'a pratiquement pas évolué. Les innovations pédagogiques, j'ai fait partie d'une série de groupes de travail sur les innovations pédagogiques, les innovations pédagogiques restent mineures comparées à la stabilité de l'enseignement. Et ça, c'est pendant les blocus, je vois mes enfants étudier leurs cours de philosophie, psychologie et architecture respectivement, et que j'examine avec eux la manière dont les cours sont donnés, la manière dont les syllabus et la matière est exposée, et la manière surtout dont l'acquisition des connaissances est vérifiée, je trouve que nous fonctionnons encore dans un monde qui est vraiment, de ce point de vue, profondément archaïque. Et nous avons besoin d'une vraie révolution de la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Et je le dis d'autant plus à l'aise que je sais qu'en réalité, les hautes écoles sont très souvent largement en avance par rapport aux universités de ce point de vue-là. Que la pédagogie par projet, la pédagogie collective, les classes inversées, l'apprentissage à distance, etc., sont souvent beaucoup plus développées dans les hautes écoles que dans les universités, et les universités feraient bien de descendre un petit peu de leur piédestal et de remarquer qu'elles ont beaucoup à apprendre de la manière dont on enseigne dans les hautes écoles, et je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité. De même que nous devrions évidemment, et c'est une des manières de répondre aux défis en matière d'offres, rendre infiniment plus souple les passages d'un cursus à un autre. Je suis scié de voir à quel point, aujourd'hui encore, les diplômés de l'enseignement supérieur non universitaire doivent franchir, en termes de passerelles, de reconnaissance et autres, une série d'obstacles qui compliquent la possibilité qu'ils auraient par ailleurs, sinon, d'étudier, de compléter leur formation, soit immédiatement après leur formation dans l'enseignement supérieur non universitaire, soit plus tard, à un autre moment dans leur vie et dans leur carrière. La valorisation des compétences acquises dans le parcours professionnel, par exemple, est encore proche de zéro en communauté française, alors que c'est un élément fondamental de cette fluidité. On ne peut pas dire qu'il faut apprendre toute la vie, ce dont je suis intimement convaincu. Je pense qu'un jour on n'a rien appris est un jour perdu. On doit apprendre toute sa vie. On sait, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que vous, Madame la rectrice, mais le raisonnement est le même. J'avais lu un chiffre disant que jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale, on changeait de métier en moyenne toutes les 3 générations. On était boulanger, fils de boulanger, petit-fils de boulanger. Et puis, la 4e génération, on changeait de métier. Aujourd'hui, on change de métier 3 fois sur une génération. Peut-être pas 5, mais 3 fois. Et donc il y a une accélération incroyable des parcours professionnels qui suppose évidemment
qu'on continue d'apprendre tout au long de l'existence, mais aussi, bien sûr, que le socle de formation que l'on va acquérir dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement secondaire, bien sûr, c'est une partie de la question, je ne le nie pas, et que le socle de ce qu'on va apprendre aussi dans l'enseignement supérieur, à l'université ou dans les hautes écoles, soit beaucoup plus recentré. Dans ma faculté, on a fait l'exercice il y a quelques années, on a dû un peu harmoniser les cursus de sciences politiques entre les différentes universités de la communauté française, on a fait un décret Lebrun à l'époque, donc ça remonte, et ça avait été l'occasion d'un travail d'introspection extrêmement intéressant. J'étais encore étudiant, mais avec les étudiants, les assistants et les profs, on avait pris la grille du programme en se disant, bon, dans le fond, au lieu de se dire, je remplis un programme avec une série de cours dont je pense que parce que c'est là depuis éternité, ou parce que le cours est disponible, ou parce que le prof n'a pas envie d'en changer, ça va faire partie du programme, mais de se dire, tiens, maintenant, si je veux raisonner autrement, la première année, je vais le penser comme une propédeutique. Le taux d'échec en première année reste pour nous vraiment un scandale absolu. C'est totalement anormal que nous ayons un taux d'échec aussi élevé en première année. Nous restons défenseurs d'un modèle d'accès universel à l'enseignement, sauf quelques filières. Il y a aujourd'hui des examens et des concours comme la médecine, par exemple, pour les raisons que l'on sait, mais pour le reste, que l'on puisse accéder à toutes les études, mais on ne peut pas y accéder et accepter en même temps un taux d'échec aussi élevé. Il y a un très gros travail à faire sur un des segments largement oubliés, qui est celui de l'orientation. Le jeune de 18 ans aujourd'hui, c'est déjà moi je ne savais pas très bien ce que je voulais faire à l'époque. Donc je voulais être journaliste. Puis après j'ai mal tourné, j'ai fait Sciences Po, mais on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire pour tout le reste de sa vie quand on est à peine véritablement sorti de l'adolescence et pas encore complètement rentré dans l'âge adulte. Quand en plus on a la chance de quitter sa ville de naissance pour aller vivre dans une autre grande ville et de découvrir tous les plaisirs de l'existence qui vont à côté des études, se concentrer sur ces études, demande une application très particulière. Et donc il y a un travail d'orientation à faire, je pense, beaucoup plus important qu'on le fait aujourd'hui. L'ULG est d'ailleurs la directrice pionnière en la matière, les tests d'orientation de l'ULG sont reconnus comme les meilleurs en communauté française, mais il y a un beaucoup trop petit nombre d'étudiants qui fait ces tests d'orientation. C'est un sujet de querelle que j'ai éternellement avec les fédérations d'étudiants. Moi, je suis pour un test d'orientation obligatoire dont les résultats ne sont absolument pas, absolument pas obligatoires. L'étudiant fait ce qu'il veut, et je pense qu'on devrait rendre obligatoire la démarche de faire un test d'orientation pour mieux se connaître et pour savoir pourquoi on est fait. Le nombre d'étudiants qui se révèlent à une formation grâce à un test d'orientation et qui s'aperçoivent qu'en fait ils ne sont pas du tout faits pour ce à quoi ils avaient pensé, ou à l'inverse, que des fonctions, des métiers, des formations auxquelles ils n'avaient pas du tout pensé peuvent parfaitement leur correspondre, plaident vraiment pour un investissement massif de l'orientation, qu'ils en sont convaincus, serait une économie très significative en matière d'échec en première année. Et puis, je crois que nous devons vraiment réfléchir, c'était le message aussi de la rectrice Michos, votre collègue, lors de la rentrée académique, à la question de la vérification des connaissances. L'examen individuel pour chacun des cours, à mon sens, aujourd'hui, n'a plus aucune signification. Je donne un cours d'histoire de la pensée politique, je fais passer l'examen à 250 étudiants, je veille à ce que ce ne soit pas un QCM, je suis totalement opposé à cette technique, que ce soit un examen ouvert, j'ai fait beaucoup d'oraux dans le passé, j'ai plus le temps aujourd'hui, un examen ouvert, 4 pages par 250, 1000 pages, on est deux, ça fait quand même 500 pages chacun à corriger, c'est un investissement très significatif. Il y a un cours d'histoire de la pensée politique en première année, et il y a 2 séminaires d'histoire de la pensée politique en première et deuxième année. Je ne vois pas pourquoi il faut organiser 4 examens ou 4 modes de validation pour ce qui est finalement une matière. Mon collègue, le professeur Peter Lagroux, professeur d'histoire contemporaine à l'ULB, qui s'exprimait dans l'excellent journal Le Soir il y a quelques jours, a expliqué qu'il a profité du confinement, justement, pour essayer de changer de méthode. Il a proposé aux étudiants, de manière tout à fait libre, de faire des évaluations, des auto-évaluations de leur processus d'acquisition des connaissances au long du cours, sans que ça ait aucun impact sur leurs résultats finaux. Et il a changé radicalement la manière d'organiser son examen, et il plaide pour qu'on puisse le changer encore plus radicalement en ayant des examens à beaucoup plus large portée. Je pense que c'est une réflexion que nous devons absolument mener, parce que c'est une mobilisation de ressources humaines, de ressources matérielles qui est, je trouve, vraiment une véritable gabegie et qui a là un véritable terreau. En primaire, on n'évalue plus tous les ans et on n'a pas un examen de français, de mathématiques, de religion, d'histoire, etc. On a une évaluation globale qui se fait à certains moments du cycle. Comparaison n'est pas raison, on ne peut évidemment pas adapter exactement le système du CEB à l'enseignement supérieur. Il va de soi aussi qu'on ne doit pas valider de la même manière des compétences indispensables pour l'exercice de certaines professions et d'autres qui ne sont pas forcément indispensables, mais on doit absolument mettre en chantier une réflexion sur ces validations pour réduire drastiquement ce taux d'échec et pour sortir de ce
débat interminable sur le parcours de l'étudiant. Faut-il réussir 60 crédits en un an, comme dans longtemps? Quand j'explique à mes enfants qu'à l'époque, il fallait réussir ces 60 crédits sur une année, ils disent, c'est pas possible, genre 2 ans, c'est impossible. Et quand ma mère leur explique qu'en son temps, il y avait une seule session au mois de juin, et qu'il n'y en avait pas d'autres en automne, tous les examens étaient les uns après les autres sur une période de 5 jours, ils n'en reviennent pas. Bref, chaque époque a ses vices et chaque époque a ses mérites, mais on aurait tout intérêt à mettre ce chantier-là, à ouvrir ce chantier-là. Il est, je crois, fondamental pour redonner de l'air, du souffle à notre enseignement supérieur en particulier. Et puis, vraiment, et ça c'est mon vœu le plus cher, que l'on ouvre, mais tous azimuts, les canaux de l'innovation pédagogique. Moi aussi, j'ai été condamné, j'ai fait cette expérience pendant le confinement, de l'effet du confinement et de l'effet de l'enseignement à distance. J'adore le contact avec les étudiants, j'adore l'expression orale, je connais conserver un certain goût pour l'enseignement ex cathedra, même si je pense qu'il doit voir sa part réduite. Je crois que suivre un enseignement oral, prendre des notes synthétisées, c'est aussi un apprentissage en matière de méthode. Et donc, quand je me suis trouvé confronté à devoir donner mon cours devant un écran d'ordinateur dans la cuisine, j'avoue qu'au début, j'étais extrêmement perturbé. D'autant que les étudiants, suivant leur cours probablement dans des positions plus ou moins confortables, plus ou moins confinées, fermaient tous leur écran. Et donc je donnais cours devant un écran avec des ronds, Teams, sur Teams, avec des ronds de couleurs et des initiales dans les ronds de couleurs. C'est extrêmement perturbant, de parler tout seul, d'être atteint d'un processus de démence précoce, alors que vous êtes ensemble. Donc j'ai dû d'ailleurs demander à quelques étudiants d'avoir la gentillesse d'allumer leur caméra pour que j'ai quand même un ou deux visages sur l'écran et que j'ai l'impression d'avoir un interlocuteur. Mais en revanche, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a changé, ma collègue Justine Lacroix et moi, vu les modalités de méthode d'enseignement. On leur a demandé de lire tous les textes avant, c'est logique, on aurait dû le faire depuis très longtemps, et on a limité le cours à un exposé introductif, c'est-à-dire qu'on présentait les textes de la semaine d'après, on leur demandait de les lire, on leur posait un certain nombre de questions, et puis ensuite on leur demandait de répondre à ces questions. J'ai vu que beaucoup d'étudiants avaient, de manière spontanée, été très très impliqués dans cette forme d'enseignement interactif. J'ai même constaté, parce que j'ai dû apprendre à utiliser le chat en marge de l'écran, que des étudiants qui n'ont pas forcément, certains sont timides, et c'est dans la nature humaine, n'ont pas forcément le courage d'exprimer leurs questions en public devant leurs collègues, en revanche posaient des questions extrêmement intéressantes sur le chat que je pouvais aller récupérer pour ensuite, dans la synthèse finale du cours, venir alimenter les différents éléments. Bref, expérience, on en a gardé quelques éléments après être sorti du confinement, mais ça montre qu'il y a beaucoup à faire en matière d'innovation. De même qu'il faut que les universités retrouvent, ou les universités et hautes écoles, retrouvent leur vocation d'être des lieux du débat public. C'est dans les hautes écoles que se sont livrées les universités, les grands mouvements de libération comme mai 68, c'est là qu'on a accueilli les réfugiés, c'est là que très souvent les mouvements de société sont partis. Je crois qu'aujourd'hui, des enjeux comme la transition climatique doivent être totalement appropriés par tous les établissements d'enseignement supérieur. On ne mesure pas à quel point, on ne mesure pas encore, je pense, à quel point ça doit être une transformation intellectuelle majeure. On doit apprendre à tout comptabiliser en équivalent carbone. On doit apprendre, comme on a appris la métrique classique, comme on a appris à compter en euros, comme on a appris à faire des budgets, eh bien on doit apprendre à faire des budgets carbone, à savoir presque spontanément la valeur carbone de tel type d'alimentation, de tel déplacement, de l'occupation de tel bâtiment. Parce que si l'on veut que la transition vers la neutralité carbone soit appropriée par l'ensemble des acteurs, il faut que tout le monde la comprenne. Or, je suis profondément frappé de voir une forme d'analphabétisme climatique dans notre société. Très rares sont ceux qui comprennent le phénomène, les productions de carbone, ce que la Terre est capable d'absorber, comment elle l'absorbe, les cycles, etc., etc. Ça doit devenir un élément de la culture générale, ça doit être approprié. Et là, des pédagogies telles que la pédagogie par projet sont extrêmement utiles. À Charleroi, je termine par là, on l'a mis en place dans une école primaire. On a donné aux enfants le défi d'atteindre la neutralité carbone de leur école. Dans un premier temps, l'école tout court. Dans un deuxième temps, tout ce qui tourne autour de l'école, y compris l'alimentation, les déplacements, etc. Mais on commence par l'école, et ça a été un processus fabuleux. Les enseignants, avec leurs élèves, en fin de primaire, à 12 ans, ont expliqué le processus, comment ça fonctionnait, ont expliqué toutes les émissions liées à une activité d'enseignement, y compris l'utilisation du digital, etc. Et leur ont demandé d'y réfléchir et de chercher des alternatives, de construire eux-mêmes les alternatives. Ça a été un processus à la fois d'alphabétisation climatique et en même temps d'imagination, de créativité extraordinaire. Et si les écoles primaires peuvent le faire,
faire, il va de soi que les établissements d'enseignement supérieur peuvent le faire également. Voilà, mesdames et messieurs, quelques défis que j'espère que nous pourrons relever ensemble pour les prochaines années. Merci.